Bonjour, dans ce deuxième podcast, j'ai décidé de rester sur l'idée de vous raconter un petit extrait de ma vie où je vous parle avec mes mots de mon parcours dans la couture. Ce sera donc une suite chronologique dans le temps qui s'associera toujours à mon envie de partager mon expérience. Mon tout premier objectif en choisissant de vous proposer ce nouveau format podcast était vraiment de créer une petite tribune où je pourrais venir vous raconter des choses. L'idée n'est pas de m'exposer, mais plutôt de mettre ma propre histoire au service de mes causes. Ce sera donc un retour de mes expériences et de tout ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivé là où j'en suis. Je veux aussi profiter de ces prises de parole pour partager des analyses, des réflexions et des interrogations. Ce sera une façon pour moi de défendre une idée ou de vous transmettre un message. Comme je vous l'ai aussi dit dans mon premier podcast, ce format pourra vous permettre de m'écouter plus facilement et donc de passer un peu plus de temps avec moi. J'espère que vous trouverez un certain plaisir à prendre le temps de l'écouter. Dans ce podcast, je vais donc vous parler de mes débuts en création et en autodidaxie. Pour finir, je partagerai ma réflexion sur ce sujet. Enfin, c'est par une petite note d'humour que je vous dévoilerai une petite découverte intéressante sur l'avenir des autodidactes. Je vais donc débuter par la suite de ma petite histoire. Mes premiers pas en couture à côté de Mémé Gabriel, que je vous raconte donc dans le premier épisode, m'ont tout naturellement donné envie de coudre et probablement une tendance certaine à l'art de la débrouille. J'ai commencé mes premières créations vers l'âge de 11 ans. Je n'avais pas de machine à coudre, alors je cousais à la main. J'avais déjà quelques notions d'éducation manuelle, puisque toute petite, j'avais appris le tricot, le crochet et différentes techniques de broderie. Je faisais aussi beaucoup d'activités manuelles. Quand j'étais petite, ma maman ne travaillait pas, et du coup, nous étions ensemble à la maison. Elle tricotait beaucoup et m'avait donc appris le tricot. Le mercredi, souvent, ma grand-mère Gabrielle venait passer la journée à la maison. Du coup, elle m'apprenait le crochet, la broderie, assise sur ma petite chaise en bois et en osier, souvent entre ma maman et ma grand-mère, je peux vous dire que je ne ratais pas une miette de ce qu'elles se disaient. Elles papotaient en avançant chacune leur petit ouvrage en cours. Et moi, je tricotais ou crochetais pour faire des habits à mes poupées. J'ai toujours entendu dire que j'étais sage comme une image, parce que j'étais occupée et que je faisais ce qui me plaisait. Mais je vous reparlerai de cette notion une autre fois pour y revenir plus longuement. Aujourd'hui, je veux vous parler de toute autre chose. Donc, vers l'âge de 11 ans, bien habile manuellement, je commence à me faire des vêtements. Pour être exact, j'ai commencé par transformer mes vêtements puisque je n'avais pas de tissu ni de machine à coudre. J'avais par exemple transformé un pantalon rouge que j'aimais beaucoup en petite jupe. C'était tout simple, j'avais fait exactement comme la technique que j'utilise et que je vous explique dans le tuto du Crazy Jean. J'avais coupé et ouvert mes jambes, rajouté le petit triangle devant pour boucher le trou et fait un ourlet tout autour du bas. Ce n'était pas très compliqué à faire, mais l'idée avait surprise et bien plu. Avant d'aller plus loin, il est important de bien préciser le contexte pour les plus jeunes. À cette époque, nous n'avions pas d'internet. Nous étions au début du téléphone dans les maisons. C'était un appareil un peu gros, avec un cadran troué, qu'il fallait faire tourner pour composer le numéro de notre correspondant. Nous ne l'avions même pas encore chez nous. Une voisine en avait un, qu'elle nous autorisait gentiment à utiliser quand on en avait besoin. Mais attention, n'allez pas vous imaginer que je suis très vieille à cause de cette petite anecdote. C'est juste que la technologie a fait plus de choses en 30 ou 40 ans que ce qu'elle n'avait jamais fait dans toute son histoire. Cette petite précision étant faite, j'en reviens à mes débuts d'autodidacte. Donc, j'ai commencé par faire des transformations. Ma maman trouvait ça plutôt bien que j'aime coudre. Elle a moins apprécié, faut le dire, mon idée de couper mon anorak pour en faire une doudoune sans manches, plus tendance. Mais malgré quelques tout petits et rares mauvais choix, elle m'a toujours encouragé. Un jour, alors que je lui parlais d'attendre d'aller chez ma grand-mère pour piquer une pièce à la machine, maman m'a dit, d'un ton hésitant, « Si tu veux, il y a ma vieille machine à coudre derrière la porte de la chambre. Je ne sais pas si elle marche encore, je ne m'en suis jamais servi. Je pense qu'elle doit même avoir le mode d'emploi à l'intérieur. Si tu arrives à la faire marcher, tu peux t'en servir. »
vous vous doutez bien que je n'ai pas hésité une seconde. Je ne savais même pas qu'il y avait une machine à coudre dans ma chambre cachée derrière la porte. J'ai été la prendre pour la ramener et l'installer sur la table de la salle à manger. C'était une bonne vieille Singer portable, enfin la version portable des années 60. La caisse pour la fermer était granuleuse, noire et blanche chamarrée. La matière de cette coque ressemblait à du carton dur, un peu comme les valises de l'époque. Elle était un peu grosse, son socle était tout en bois avec des rangements et elle était tout en métal. C'était du costaud. Du coup, elle était bien transportable, mais pas sur des kilomètres. Quand je l'ai soulevée la toute première fois, j'étais tellement excitée que je ne me suis pas rendu compte de son poids. Ma mère m'avait dit « Fais attention, elle est un peu lourde » et je lui avais répondu « Non, t'inquiète pas, ça va ». Mais je pense que c'était l'effet de l'excitation qui avait augmenté ma force, parce qu'après, je l'ai trouvée très lourde à chaque fois que je l'ai soulevée pour la monter sur la table. Mais j'étais trop contente d'avoir une machine à disposition. J'ai réussi à enfiler le fil en suivant le guide d'utilisation et hop, elle marchait. Dès que j'ai commencé à coudre à la machine, maman m'achetait du tissu. Quand on trouvait un petit magasin avec des tissus pas chers, à l'époque il y en avait plusieurs à Nice, ce qui n'existe plus aujourd'hui, donc à chaque fois elle me disait de regarder s'il y avait quelque chose qui me plaisait. Et quand je trouvais, elle m'achetait ce qu'il me fallait pour mon projet. C'est grâce à elle que j'ai pu commencer à coudre de vraies créations. Une amie de la famille, Renée, qui venait souvent le samedi après-midi à la maison, m'a appris à faire mon premier patron. J'avais choisi de faire une petite jupe droite. Comme elle était couturière de métier, nous avons fait cette première jupe ensemble et dans les règles de l'art. Elle m'a fait faire le patron à partir de mes mesures, couper mon tissu, bâtir ma jupe à la main pour l'essayer et faire les retouches si besoin, puis coudre, poser la fermeture éclair et monter la ceinture, cousue à la machine sur l'envers, puis finition main à l'intérieur pour qu'on ne voit pas la couture sur l'endroit. J'ai bien écouté tous ces conseils que j'ai appliqués à la lettre. Ensuite, elle m'a montré comment faire une robe t-shirt. Toute simple, en jersey, toujours avec ses explications très techniques. J'avais compris les bases et j'étais ravie de pouvoir me lancer dans mes propres créations. À mes débuts, je dois bien avouer que j'ai un peu simplifié la technique. Je coupais souvent directement mon tissu sans faire le patron en papier. Je cousais, j'essayais, je faisais des retouches si besoin et hop, mon vêtement était prêt à être porté. Je piquais tout. Même les ourlets qui auraient dû être faits à la main pour ne pas être visibles comme on le faisait à l'époque. Je savais que mes finitions laissaient à désirer, mais je me disais qu'une fois portées, ça ne se voyait pas. J'ai fait pas mal de choses, des jupes, des robes, des combinaisons et même des pantalons. Je me débrouillais bien et les compliments que je recevais en retour m'encourageaient vraiment. Tout le monde a été gentil avec moi. Même Renée, qui, je le savais, voyait tous les défauts, a toujours été bienveillante et c'est grâce à ses réactions toujours positives que j'ai pu être fière de moi et continuer. Au collège, mes copines n'en revenaient pas. Je suis sûre que certaines ne m'ont même pas cru quand je disais que c'était moi qui l'avais fait. Je savais crocheter, tricoter, broder, bricoler. Elles étaient admiratives et m'enviaient même un peu. Ma meilleure copine, qui venait à la maison, savait que je ne mentais pas. Elle me disait souvent que j'avais trop de chance. Elle ne pensait même pas qu'elle aurait pu faire exactement comme moi en prenant le temps d'apprendre. Un jour, nous nous sommes fait un petit sac. Je m'en rappelle bien parce qu'on avait fait un visage en appliqué et rajouté des cheveux en cousant des tresses de laine avec des perles. Nous avions fait chacune le nôtre et je lui avais expliqué comment faire étape par étape comme dans mes tutos. Elle s'était bien amusée mais avait trouvé l'exercice trop difficile. Moi, j'ai continué à coudre, toujours assez fière de mon travail. Il m'est arrivé de ne pas réussir à faire ce que je voulais et de transformer mon idée en cours de route parce que le tissu était par exemple trop raide ou parce que le résultat ne me plaisait pas vraiment, mais je me débrouillais toujours à redresser la situation. Je n'ai jamais jeté une pièce immeutable. Il y avait des défauts, mais ils ne se voyaient pas. J'ai vraiment apprécié de savoir coudre quand j'ai pu créer le même style de vêtements que mes copines. Au moment où on a commencé à vouloir s'habiller un peu comme les grandes, j'étais petite et toute menue, et du coup, je devais m'habiller au rayon enfant, alors que mes copines commençaient à choisir au rayon femme. Du coup, en faisant du sur-mesure, je pouvais me faire les mêmes modèles qu'elles, et ce que je ne pouvais pas trouver au rayon enfant à l'époque. Vers l'âge de 14-15 ans, j'avais trouvé mon orientation professionnelle.
je voulais être styliste. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. J'ai donc continué à coudre juste pour le plaisir de créer et avec toujours la fierté de porter mes créations. Petit à petit, j'ai fait des modèles de plus en plus techniques. J'étais capable d'aller essayer un vêtement dans une boutique pour le voir à l'envers et de le refaire à la maison rien qu'en ayant compris la forme des pièces qu'il fallait découper. J'ai progressé à mon rythme par l'expérience. J'ai toujours réussi à me débrouiller pour faire ce que je voulais en appliquant mes propres techniques si besoin. J'avais bien conscience des défauts, à commencer par le problème des finitions pas soignées, mais ce n'était pas ma priorité du moment. Je n'ai jamais pris de cours de couture. Ma mère m'avait acheté 1 ou 2 livres sur les bases de la couture, parce qu'à l'époque, comme beaucoup, elle était abonnée à France Loisirs et devait acheter un livre par mois. Quand on recevait le petit catalogue pour choisir notre livre, elle me le donnait souvent pour que je regarde si j'en avais un qui pouvait m'intéresser. Donc j'ai eu ces 2 livres, mais je ne m'en suis pas vraiment servi. En cas de problème, je demandais plutôt conseil à notre ami René, qui pouvait m'expliquer en me le montrant directement. Et donc j'ai toujours cousu. Un peu moins par période, mais à chaque fois que j'en avais besoin, je me faisais ce que j'avais envie. Je ne vais pas vous passer en revue l'inventaire de toutes mes créations. Mais à l'âge de 22 ans, j'ai eu le grand plaisir de créer et de coudre ma robe de mariée. Ça a été à l'époque l'un de mes plus grands projets. Puis j'ai aussi cousu pour la naissance de ma fille Anna, à qui j'ai fait plein de petits habits, juste pour le plaisir. Les années ont passé, jusqu'à ce que je me mette à créer des costumes vénitiens pour aller participer au carnaval de Venise, et petit à petit me tourner vers la création de costumes historiques. 30 ans, même 40 ans d'expérience plus tard, je suis capable de coudre et de reproduire pratiquement tout ce que je vois. Je n'en ai pas fait mon métier pour de multiples raisons, que je vous expliquerai, mais voilà, j'ai atteint un très bon niveau, et avec l'âge, j'ai acquis la sagesse de soigner mes finitions. Et je peux même dire que la tendance s'est carrément inversée, puisque maintenant, je prends plus de plaisir à coudre à la main, les applications de dentelle, le perlage, les broderies sur mes costumes, que de piquer à la machine. Et mes finitions sont impeccables. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret de ne pas avoir pu en faire mon métier, tout simplement parce que j'ai croisé d'autres routes qui m'ont beaucoup plu. J'ai choisi la sécurité en me formant et j'ai acquis des diplômes dans un domaine qui me plaisait aussi, l'animation socio-culturelle, où j'ai souvent pu mettre mes compétences artistiques et manuelles au service de mes projets. Et j'ai gardé ma passion de la couture intacte en développant des projets personnels comme cette chaîne YouTube et ma petite activité de création de costumes avec toute la liberté que ma situation d'indépendante m'offre. Je peux dire que mon histoire se termine bien, puisque j'ai trouvé les moyens de faire tout ce que j'aime. Pour autant, ce parcours d'autodidacte m'a souvent amené à réfléchir avec le recul sur des choses que j'ai vécues comme des injustices. Dans un prochain podcast, je reviendrai sur l'école et sur l'orientation professionnelle avec des informations intéressantes pour toutes les personnes qui se trouvent peut-être aujourd'hui dans des situations difficiles par rapport à leur parcours professionnel ou par rapport à celui de leur enfant. Mais aujourd'hui, j'avais très envie de revenir sur cette expérience d'autodidacte qui m'a longtemps posé problème à cause du manque de légitimité que l'on me faisait ressentir. Notamment une fois, en voyant un de mes costumes, une personne m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme diplôme. Naïvement, je pensais que la personne cherchait des renseignements pour son orientation. Alors je lui ai répondu gentiment que j'étais autodidacte, comme plusieurs personnes dans le monde du costume, et là, elle me répond: vous n'avez aucun diplôme et vous vous faites passer pour une couturière, c'est une honte. J'ai choisi de ne pas lui répondre. J'ai trouvé son message méchant et surtout bête. Cette anecdote est sûrement la pire que j'ai connue, mais sans aller aussi loin, j'ai souvent eu des petites réflexions désobligeantes par rapport à cette situation d'autodidacte. Entre nous, si j'avais eu ne serait-ce qu'une once de méchanceté, j'aurais pu trouver les bons arguments pour remettre ce genre de personnes à leur place. J'ai décidé de réagir plus intelligemment et plus pacifiquement, en choisissant de toujours préciser que je ne suis pas couturière. D'ailleurs, je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit en matière de couture. Et pour couper court à toute discussion, j'ai choisi de me définir comme créatrice textile, ce qui est tout à mon avantage puisque ça me laisse une marge de manœuvre plus large et moins réductrice pour faire tout ce qui me plaît. C'est comme le thème de couture créative, c'est plus large, ce qui permet de ne pas s'enfermer dans une seule pratique. Alors,
je ne peux pas dire que j'ai été traumatisé ou que j'ai souffert que mes compétences ne soient pas reconnues, parce qu'au fond, je n'ai jamais ressenti le besoin de me défendre. Mais j'ai souvent réfléchi à cette question sur cette illégitimité que l'on nous renvoie en pleine figure. On peut juste se dire qu'il existe des personnes bêtes, des personnes méchantes, ou les deux à la fois. On peut aussi penser qu'elles sont jalouses. L'idée première étant que tu n'es pas couturière parce que tu n'as pas le diplôme. Je pense que ces personnes veulent parler de couturière professionnelle, ce qui n'est pas plus gentil, mais serait quand même plus juste. En faisant quelques recherches sur le net, j'ai trouvé quelques éléments de réflexion intéressants. En commençant tout simplement par aller voir la définition du dictionnaire pour le mot autodidacte. Personne qui s'instruit lui-même sans professeur ou personne qui s'est instruit par lui-même sans recours à un professeur. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais pour moi cette définition ne veut pas dire grand-chose. La personne ne s'instruit pas lui-même ni par lui-même, il a toujours recours à une ressource pour apprendre. Une personne, un livre, une formation en ligne. Aujourd'hui, les moyens ne manquent pas. Par exemple, aujourd'hui j'apprends encore des techniques gratuitement, à mon rythme et sans bouger de chez moi. Je sais que je n'aurai pas de diplôme, que je n'aurai même pas d'attestation, mais à l'arrivée, j'aurai acquis les nouvelles connaissances ou compétences dont j'avais besoin, et c'est tout ce qui compte. En France, on considère qu'un apprentissage sans diplôme est moins sérieux, a moins de valeur. Alors que dans le domaine de la couture, comme dans d'autres métiers, il n'y a pas si longtemps, nos grands-mères quittaient l'école très jeunes pour aller apprendre le métier directement dans un atelier, où les plus expérimentés apprenaient aux jeunes filles. Bien sûr, ce n'est pas une situation propre au métier de la couture, c'est un constat que l'on peut faire dans beaucoup de domaines. Je parle de la couture puisque je me base sur ma propre expérience, mais vous pourrez transférer tous mes propos à bien d'autres activités. J'ai aussi trouvé des articles intéressants, dont je vous ai mis les liens dans la description en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Et j'ai repris ces deux définitions bien plus parlantes et plus valorisantes. La première de Marie Imonet, dans son livre Les héritiers du capital. L'autodidacte n'est pas celui qui apprend tout seul, ce qui à proprement parler ne veut rien dire, mais celui dont les connaissances ne sont garanties par aucun titre et défendues par personne. Et cette deuxième, de Claude F. Pollack, l'autodidacte n'apprend pas tout seul, mais ses maîtres, ses guides, ses sourciers, car il y en a toujours, même s'ils peuvent prendre diverses figures, ne sont pas les enseignants habilités par l'institution scolaire à délivrer dans le cadre scolaire les connaissances et à en certifier par des titres la possession. Au fil de mes recherches, j'ai aussi pu lire quelques petites choses plutôt drôles, comme cette question qui a retenu toute mon attention: comment devenir un vrai autodidacte? Une idée un peu folle m'est alors passée par la tête et m'a laissé un petit doute. J'ai tapé « formation pour devenir autodidacte » sur Google en me disant « non, ils n'auront pas fait ça ». Et devinez quoi? Eh oui, il existe bien des formations pour devenir autodidacte. Mais oui. Difficile à croire, n'est-ce pas? Du coup, même si ça peut paraître incroyable au premier abord, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle pour tous les autodidactes. Parce qu'on peut s'attendre à gagner une vraie reconnaissance du milieu professionnel, une meilleure perception de nos contemporains et peut-être bientôt un vrai diplôme. Le message que j'ai très envie de vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui vous pourrez très facilement apprendre pratiquement tout ce que vous aurez envie. Ne serait-ce que par des tutos vidéo qui permettent de proposer des contenus de qualité, alors surtout n'hésitez jamais à vous lancer, parce qu'on n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour avoir de nouveaux projets. Faites-vous confiance et foncez. Et avant de vous quitter, j'avais envie de vous citer quelques autodidactes célèbres: Jean-Paul Gaultier, Abraham Lincoln, Steve Jobs, Thomas Edison, Frida Kahlo, et il y en a bien d'autres. Voilà, j'espère que ce deuxième podcast vous plaira. N'hésitez pas à le partager sur votre réseau pour m'aider à les faire connaître, et aussi à me laisser un petit pouce, un commentaire ou un témoignage. Et en attendant mon prochain épisode, moi je vous dis au revoir et à bientôt.